Bienvenue dans notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va s'attaquer à un sujet assez fondamental en architecture logicielle. Oui, on va décortiquer comment faire cohabiter deux mondes qui ne se parlent pas naturellement. La logique métier, souvent orientée objet, et les bases de données relationnelles. Exactement. En s'appuyant sur des extraits clés d'un livre référence, Patterns of Enterprise Application Architecture de Martin Fowler, notre mission, extraire les stratégies pour gérer cette interaction complexe. Ben oui, c'est ce qu'on appelle souvent le décalage d'impédance, ou impedance mismatch en anglais. Ah oui, ce fameux décalage. C'est ça. Les objets en mémoire, ils ont des références, des collections, de l'héritage, des concepts assez éloignés des tables, des lignes, des clés étrangères qu'on trouve dans le monde relationnel. C'est pas un mariage évident, quoi. Ça demande des traducteurs en quelque sorte. Alors, comment on s'y prend? Fowler propose différentes approches. Commençons peut-être par le plus simple. Oui, alors si la logique métier est assez directe et que les objets ressemblent beaucoup aux tables de la base, il y a un pattern qui est assez séduisant, l'active record. L'active record. En gros, l'objet lui-même sait comment aller lire et écrire ses données en base. C'est lui qui porte la logique de persistance. Simple, direct. Pratique pour démarrer vite peut-être, mais j'imagine que ça atteint vite ses limites. Exactement. Dès que le modèle du domaine, le domaine model, devient plus riche, avec des règles métiers complexes, cette correspondance directe vole en éclats. L'objet applicatif et la table divergent. Et là, l'Active Record devient un peu un boulet, j'imagine? C'est ça, il mélange trop les responsabilités. C'est là qu'intervient une autre approche, plus robuste pour les cas complexes. Le data mapper. Le data mapper. Alors, ça consiste en quoi? C'est une couche d'abstraction dédiée, un vrai médiateur qui s'occupe de toute la traduction entre les objets du domaine et les tables de la base. Il prend un objet, il sait comment le transformer en ligne de base de données et inversement. Ah, donc une séparation claire des rôles. Voilà. Le gros avantage, c'est l'isolation. Le modèle objet peut évoluer, le schéma de base aussi, sans que l'un n'impacte trop l'autre directement. L'indépendance. Exactement. Mais bon, l'inconvénient, c'est que c'est clairement l'approche la plus complexe à mettre en place initialement. Ça demande plus de code, plus de réflexion. On imagine. Et Fowler mentionne d'autres intermédiaires aussi, non? Les gateways. Oui, rapidement, il parle de Table Data Gateway ou Raw Data Gateway. Ce sont des objets qui encapsulent l'accès SQL pour une table ou une ligne. C'est utile par exemple avec une autre approche comme le Table Module, ou juste pour cacher le SQL. D'accord. Donc ça, c'est pour l'architecture globale, la plomberie principale, si on veut. Mais au quotidien, comment on gère les objets qu'on a chargés, modifiés? Très bonne question. On touche là aux patterns comportementaux. Comment savoir ce qui a changé? Comment éviter de charger deux fois la même info? Oui, comment on garde tout ça cohérent? Alors, un pattern essentiel ici, c'est l'unit of work. C'est un peu comme un gestionnaire de transactions pour les objets métiers. Un gestionnaire? Oui, il garde la trace de tous les objets qui ont été chargés, ceux qui ont été modifiés, les nouveaux, ceux qu'on veut supprimer, pendant une unité de travail, une opération métier. D'accord. Et à la fin de cette opération, c'est l'unit of work qui orchestre l'écriture de tous ces changements en base en une seule transaction cohérente. S'il y a un truc échoue, tout est annulé. Ah, c'est le garant de l'atomicité au niveau métier en quelque sorte. Très important. Et pour l'autre problème, éviter d'avoir deux versions du même client en mémoire. Là, c'est l'identity map qui entre en jeu. C'est une sorte de cache local, souvent lié à la session ou à la requête en cours. Un cache, oui. Son rôle est simple. S'assurer qu'à chaque identifiant unique de la base de données, une clé primaire par exemple, correspond une seule et unique instance d'objet en mémoire. Donc, si je demande le client ID 42 plusieurs fois, Mhm. L'identity map te donnera toujours la même référence d'objet. Ça évite les incohérences où deux objets représenteraient la même donnée mais avec des états différents. malin. Et pour optimiser le chargement initial, on ne veut pas toujours charger toute la base de données d'un coup. Non, bien sûr. Pour ça, il y a le lazy load, le chargement paresseux. Ah, le fameux, oui. L'idée est simple. Quand on charge un objet principal, par exemple à un client, on ne charge pas immédiatement toutes ses commandes associées. On attend. On attend que le code demande explicitement à accéder à la liste des commandes. C'est seulement à ce moment-là qu'on va faire la requête en base pour les récupérer. Ça économise beaucoup de ressources si on n'a pas besoin de tout. Efficace. Mais il faut faire attention, non? Le risque du problème n+1 si on itère sur une collection chargée paresseusement. Absolument. C'est un piège classique du lazy load. Il faut l'utiliser judicieusement. Bon, on a parlé architecture, comportement. Reste un gros point, la structure. L'héritage en orienté objet, ça n'existe pas tel quel en SQL. Oui, comment on mappe une hiérarchie de classes sur des tables? Faroulé décrit trois stratégies principales. La première, c'est Single Table Inheritance. Une seule table pour toute la hiérarchie de classe. Une seule table. Comment ça marche? On met toutes les colonnes possibles de toutes les classes
la classe de base et les sous-classes, dans cette unique table. Et on ajoute une colonne spéciale, un discriminateur, qui dit à quel type d'objet correspond chaque ligne. Beaucoup de colonnes seront vides, nulles pour une ligne donnée. Simple pour les requêtes, j'imagine, pas de jointure, mais ça peut faire des tables très larges avec beaucoup de trous. C'est le compromis. Deuxième option, Class Table Inheritance. Là, on a une table par classe dans la hiérarchie. La table de la classe de base contient les champs communs et chaque table de sous-classe contient ses champs spécifiques et une clé étrangère vers la table de base. Ah, ça reflète mieux la structure objet, mais pour charger un objet complet d'une sous-classe... Il faut faire des jointures, exactement. Ça peut impacter les performances. Et la troisième, Concrete Table Inheritance. Ici, on a une table par classe concrète, non abstraite de la hiérarchie. Chaque table contient toutes les colonnes nécessaires pour cette classe, y compris celles héritées de la classe mère. donc pas de jointure nécessaire pour charger un objet, mais on duplique la structure des colonnes héritées dans plusieurs tables. Voilà. Et si on modifie la classe mère, il faut répercuter le changement dans toutes les tables des classes filles concrètes. Chaque approche a ses avantages et inconvénients en termes de performance, d'espace, de maintenance. Clairement, il n'y a pas une seule bonne réponse, ça dépend vraiment du contexte. C'est fascinant de voir ces compromis. Et toute cette complexité de mapping, on peut essayer de l'automatiser un peu. Oui. Et c'est là qu'intervient le concept de metadata mapping. L'idée de base, c'est de ne pas coder le mapping en dur dans la couche data mapper, mais de le décrire dans des métadonnées. Des métadonnées, genre un fichier de configuration. Ça peut être un fichier XML, des annotations dans le code ou autre chose. Ces métadonnées décrivent quelle propriété de l'objet correspond à quelle colonne de table, comment gérer les relations, etc. Et ensuite, Ensuite, on a du code générique, un moteur, qui lit ces métadonnées et effectue le mapping automatiquement au moment de l'exécution. C'est le principe fondamental derrière la plupart des outils de mapping objet relationnel, les OLRM qu'on utilise aujourd'hui. ah, d'accord, c'est la base qui permet ensuite des abstractions comme le query object ou le pattern repository, dont parle aussi Fowler. Tout à fait. Le repository, par exemple, donne l'illusion d'une collection d'objets en mémoire en masquant complètement la complexité de l'accès à la base de données grâce à ces mécanismes de mapping sous-jacents. Donc on a vraiment tout un écosystème de patterns, de l'architecture globale aux détails comportementaux et structurels pour adresser ce défi persistant du mapping objet relationnel. Exactement. Le choix de la bonne combinaison dépend énormément de la complexité du domaine métier, des besoins en performance, de la structure des données. De l'Active Record pour les besoins simples au data mapper très structuré pour le complexe, avec tous ces patterns de gestion comme Unit of Work, Identity Map, Lazy Load et les stratégies d'héritage. C'est ça. Et même si aujourd'hui on utilise beaucoup d'ORM qui font une grande partie du travail, comprendre ces patterns sous-jacents reste, à mon avis, très utile. Ça permet de mieux comprendre ce que fait l'outil, de mieux le configurer et de diagnostiquer les problèmes. Ce qui soulève une question intéressante pour conclure notre discussion. Aujourd'hui, avec la maturité des ORM, est-ce qu'il est encore pertinent de vouloir maîtriser et potentiellement construire soi-même ces couches de mapping STERM? La compréhension profonde de ces patterns de Fowler change vraiment la donne dans la façon dont on utilise efficacement un ORM du marché. C'est une excellente question à méditer. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration. Merci de nous avoir suivis.